Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, le terme Walking Simulator a été utilisé pour décrire des jeux de manière péjorative. À la base, il s'agit d'un sous-genre du jeu d'aventure qui se caractérise par une forte volonté narrative à la première personne. Ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir beaucoup de dialogue, mais que le but du jeu est principalement de raconter une histoire, avec un gameplay qui se limite généralement à du déplacement et de l'interaction avec l'environnement. Je considère le gameplay comme étant l'élément caractéristique du jeu vidéo, mais ça ne signifie pas qu'un gameplay simple serait un défaut. En réalité, le meilleur gameplay est souvent celui qui se limite à ce qui est essentiel au jeu, sans chercher à rajouter plus de systèmes si leur seule justification est uniquement d'avoir plus de systèmes parce qu'il faudrait forcément avoir plus de systèmes. Un système de niveau, du crafting, de l'exploration, de la plateforme, du combat, plus on veut en mettre, plus il y a de risques que tout se casse la figure, comme un château de cartes qui deviendrait un peu plus instable à chaque nouvel étage. Il y a le risque que les systèmes ne fonctionnent pas bien entre eux, comme le combat qui entre en conflit avec la plateforme, ou des systèmes qui se répercutent sur les autres et obligent le joueur à s'impliquer dans des mécaniques qui ne l'intéressent pas, comme se retrouver à devoir farmer des ennemis pour faire du crafting afin de pouvoir continuer à apprécier les combats. Plus je joue à différents jeux et plus j'apprécie des œuvres qui limitent leur contenu à l'essentiel. C'est peut-être juste parce que je deviens vieux et que j'ai moins de temps pour jouer qu'avant, mais des jeux souvent courts qui explorent une idée sans chercher à en rajouter, ça a tout pour me séduire. Et même si au final le jeu n'a rien d'incroyable et que c'est juste une histoire sympa, c'est une histoire sympa qui dure 2 heures. Même quand c'est nul, c'est pas nul assez longtemps pour se dire qu'on a passé un mauvais moment. La principale raison pour être déçu avec un simulateur de marche, c'est s'il est long et qu'on se retrouve à y jouer sans savoir que c'en est un. Les genres dans le jeu vidéo sont bizarres, ils sont souvent flous et peuvent englober des jeux au gameplay complètement différents. Pour certains, le jeu de rôle, qui découle des jeux de rôle sur table, est défini par les choix qui nous sont proposés, et la liberté de jouer le rôle que l'on souhaite dans l'aventure. Alors que pour d'autres, il va se définir par un système de points et de montée de niveau avec une aventure linéaire. Mais dans les deux cas, on va parler de RPG, le risque étant une déception du joueur qui a acheté le nouveau RPG à la mode pour se retrouver avec un jeu qui ne répond pas du tout à ses attentes. Je parle de RPG, mais ça peut être le cas avec un peu tous les genres. J'ai aucun mal à voir quelqu'un déçu d'un Portal si on le présente juste comme un FPS à un amateur de tir. Si je parle de ça ici, c'est parce qu'Outer Wild peut facilement être victime des attentes liées au genre qu'on lui attribue. La page Wikipédia française parle d'un jeu de simulation d'exploration spatiale. Alors, c'est pas faux j'imagine, mais utiliser le terme simulation quand tu vois la tête du vaisseau, ça peut décevoir. La page anglaise parle d'un jeu d'action-aventure, et là encore, parler d'action dans un jeu sans combat, tir ou plateforme, ça peut décevoir. La page espagnole, elle, parle d'un jeu d'exploration et d'action à monde ouvert, et j'ai déjà suffisamment parlé d'à quel point monde ouvert ça veut pas dire grand chose dans la vidéo sur Elden Ring. Alors que pour moi, Outer Wild, c'est un walking simulator, ou comme certains préfèrent les appeler, des jeux d'exploration narratif. Quand on joue à Outer Wild, on se déplace, soit à pied, soit en vaisseau, pour explorer un système planétaire et traduire différents textes laissés par une ancienne civilisation. On n'a pas spécialement d'objectif, il n'y a pas de combat, le monde semble paisible. Et les quelques énigmes du jeu sont tellement bien intégrées dans la logique du monde qu'elles se rapprochent beaucoup plus du mystère que du puzzle. Mais ce qui commence simplement prend rapidement de l'ampleur. Les textes traduits donnent vie à un peuple qui a disparu puis d'un coup, il y a un twist, un renversement de situation. On a un but et tout ce qu'on a découvert jusque-là prend un nouveau sens, créant l'une des meilleures expériences vidéoludiques que j'ai eues. Il y a 2 raisons pour lesquelles je parle juste d'un twist sans donner plus de détails. La première est liée au gros problème de tous ces jeux qui limitent leur gameplay au minimum. Il y a très peu de rejouabilité. La phrase « j'aimerais pouvoir oublier le jeu pour pouvoir le refaire » n'a jamais été aussi vraie que pour un jeu comme Outer Wild. Alors, si vous ne l'avez pas essayé, que vous avez aimé le jeu mais pas essayé le DLC, ou que vous êtes au milieu de votre partie, je vous invite à ne pas continuer le visionnage de cette vidéo. Et principalement de la section qui va suivre. Pour la deuxième raison pour laquelle j'ai parlé de twist sans plus de précision, il faudra attendre un peu, mais j'y reviendrai plus tard. Avant ça, reprenons depuis le début. Et par début, je parle pas du début du jeu, mais du début de l'histoire. Préparez-vous à être triste. Tout commence avec l'œil de l'univers et le peuple chouette, lorsqu'un de ses membres capte un signal émis par l'œil. Un signal mystérieux, qui semblait venir d'un dieu. Construiseurs des églises et décidèrent de sacrifier leur planète pour construire un vaisseau capable de traverser les galaxies pour se rapprocher de cet œil. Lorsqu'ils en arrivèrent suffisamment proches, ils purent proprement l'analyser dans une vision d'horreur. L'œil a le pouvoir de créer la vie, un nouvel univers, mais cela passera par la mort de l'univers actuel et de leur peuple. Terrifiés à cette idée, ils renièrent l'œil, détruisirent l'église et tous ses symboles, et bloquèrent son signal pour être sûr que personne ne l'utiliserait jamais. C'est alors que la peur de l'inconnu laissa place à la nostalgie d'avoir sacrifié leur monde, la nostalgie de ce ciel qu'ils ne reverraient plus jamais. Alors, ils commencèrent à travailler sur une simulation, un moyen de revivre dans leur monde perdu. Ils y arrivèrent, tout n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Grâce à elle, ils pouvaient tous revoir leur monde et préserver l'esprit de leur mort. Ils y passèrent du temps,
de plus en plus, jusqu'à commencer à ne plus vivre que dans la simulation. Mais il y avait un traître parmi eux. Un traître qui profita que tout le monde soit endormi pour se réveiller, rejoindre la salle de contrôle de leur vaisseau et désactiver le champ protecteur de l'œil, lui permettant d'émettre à nouveau. Il ne tarda pas à être découvert et arrêté, la barrière remise en place et les commandes la contrôlant détruites, réduisant l'œil au silence de manière définitive. La maison du traître fut brûlée. Ils numérisèrent leurs connaissances et leur histoire en détruisant tous les originaux derrière eux. Le traître fut emprisonné dans le rêve comme dans la réalité derrière des verrous dont les codes eux-mêmes furent détruits. Puis ils retournèrent dans leur simulation, abandonnant le monde réel, la nostalgie laissant place à la mélancolie. Ils se laissèrent mourir, ne subsistant que sous la forme d'esprits qui hantent les lieux de ce vaisseau invisible. Tout aurait pu finir comme ça, mais l'acte du traître en aura décidé autrement. L'œil n'aura pu émettre que pendant quelques heures, mais c'était suffisant pour que le signal soit capté par un vaisseau Nomai. Une espèce qui parcourt l'espace en quête de savoir et de connaissances. Comme les chouettes avant eux, ils furent ébahis par ce qu'ils venaient de trouver. Ce signal semblait venir d'un objet plus vieux que l'univers lui-même. Ils décidèrent alors de partir en utilisant leur technologie de saut spatial pour trouver cet œil. Et c'est là que leurs problèmes commencèrent. Le saut se passa mal, et le vaisseau finit dans son bronze, une planète glacée infectée par une plante capable de plier l'espace et remplie de l'eau filiforme, ou poissons-pêcheurs, qui ont été traduits par sélacanthe en français pour une raison qui m'échappe. Si vous trouvez ces poissons particulièrement flippants dans le jeu, sachez qu'ils le sont bien plus qu'il n'y paraît. En plus de chasser avec cette lumière au milieu des ténèbres, ils ont un des modes de reproduction les plus horribles qui existent. Dans certaines espèces, les mâles naissent extrêmement petits par rapport aux femelles. Leur bouche n'est pas assez développée pour leur permettre de chasser et de se nourrir. Ils n'ont donc que peu de temps pour trouver une femelle afin de se reproduire. S'ils réussissent, ils vont alors la mordre. La bouche du mâle va sécréter des enzymes, fondre et fusionner avec la peau et le système sanguin de la femelle. Petit à petit, tous les organes du mâle vont mourir pour ne laisser que les testicules de fonctionnels, que la femelle pourra alors utiliser quand elle sera prête à pondre. Bref, le vaisseau se crache et les capsules de sauvetage sont déployées pour sauver l'équipage. 2 d'entre elles finissent sur d'autres planètes du système solaire, pendant que la 3e reste piégée dans son bronze, condamnant ces Nomai qui ne s'en sortiront pas. Mais, même s'il n'y a qu'une dizaine de survivants au crash, ils ont envie de survivre et de se retrouver. Chaque groupe construit alors une ville. Rapidement, ils réussissent à fabriquer des vaisseaux et sont enfin réunis. C'est alors que leur quête de l'œil reprend. Ils vont construire un premier détecteur sur la lune d'Atrebois. Malheureusement, il n'est pas capable de capter le signal de l'œil à cause du blocage du peuple chouette. Ils vont alors créer un nouveau détecteur capable de situer tous les objets du système solaire. Mais là encore, c'est un échec, l'œil reste totalement introuvable. En parallèle, ils vont étudier les différentes planètes du système solaire, l'éternel échange de sable entre la sablière noire et la sablière rouge, Léviathe et ses tornades, ou enfin Atrebois, qui est alors peuplé de petits tétrapodes qui commencent leur terrestrialisation. Ça veut dire qu'ils commencent à sortir de l'eau. Les Nomai vont découvrir les étranges particularités de la lune quantique et des objets qui restent trop longtemps à son contact. Et sur Gravité, ils vont redécouvrir ce que c'est que de tomber dans un trou noir. C'est ok, on ressort juste un peu plus loin et faut attendre que quelqu'un vienne nous chercher en vaisseau. Pour éviter de suffoquer en attendant, ils ont même construit une petite station spatiale avec de l'oxygène de disponible. Mais bon, devoir envoyer un vaisseau à chaque fois que quelqu'un tombe dans Gravité, c'est vite relou. Surtout que c'est très facile de tomber dans Gravité. Et puis les Nomai, ils maîtrisent des technologies de saut spatial. C'est d'ailleurs grâce à ces technologies qu'ils ont pu venir dans le système solaire. Et c'est Anona, un membre de leur groupe, qui l'a inventé. Le problème, c'est qu'Anona a fini par mourir. Mais pas avant d'avoir pris une apprentie, Poc. Elle va alors essayer de recréer un générateur de distorsion afin de connecter Gravité à la station spatiale. Comme ça, si quelqu'un tombe, il peut simplement rentrer sans qu'on ait besoin d'aller le chercher. Et, avec l'aide de sa sœur Clary et de Ruth, elle va réussir. Et c'est là que tout va s'emballer, parce que cette technologie spatiale présente un défaut. Quelque chose dans son design ne fonctionne pas normalement. Rien de bien grave, la téléportation d'un point A à un point B fonctionne parfaitement. Le problème, c'est que le sujet arrive au point B avant d'avoir quitté le point A. L'écart est extrêmement faible, on parle de millièmes de seconde, quelque chose qui ne se remarque pas à l'œil nu, mais en regardant les logs de téléportation, il apparaît. Des vérifications sont faites pour être sûr, ils se disent qu'il y a un problème avec les appareils de mesure, mais non. Ils viennent de créer un appareil qui permet de voyager dans le temps. Ils l'étudient et remarquent que plus on envoie d'énergie dans le générateur de distorsion, et plus on revient loin dans le passé, permettant de voir l'effet à l'œil nu. Et avec ça, un nouvel espoir de trouver l'œil était né. Avec le plan le plus fou imaginable. Après la construction et l'échec de leur second détecteur, il semblait impossible de pouvoir trouver l'œil. La seule solution envisageable était d'envoyer des sondes dans toutes les directions pour le trouver.
une attaque par force brute qui risquait de prendre plus de temps pour réussir que la durée de vie du système solaire. C'était une solution de désespoir qui n'avait jamais été envisagée, jusqu'à la découverte du voyage dans le temps. Le plan, c'est de construire cet immense canon, de tirer une sonde dans une direction et d'analyser ce qu'elle trouve dans un laboratoire en plein cœur de la Sablière Noire. Dans ce labo blindé, ils vont mettre un générateur de distorsion, l'alimenter avec d'immenses panneaux solaires, puis faire exploser le soleil. Ça va leur permettre d'exploiter une quantité énorme d'énergie, et donc d'envoyer l'information de ce qu'a trouvé la sonde le plus dans le passé possible. Une fois l'envoi fait, le canon va tirer une nouvelle sonde dans une autre direction et répéter la boucle jusqu'à ce qu'enfin, l'œil soit trouvé. À ce moment-là, la troisième partie du plan entre en jeu, des statues qui vont alors s'activer et se connecter directement aux premiers individus qui les croisent. Elles sont là pour être sûres qu'une fois trouvées, les Nomai auront conscience de la boucle et pourront alors l'arrêter en annulant le tir qui doit exploser le soleil. Il suffira alors de récolter les données et d'aller sur l'œil. Ils vont donc construire le labo et le générateur de distorsion, miner les métaux d'âtre-bois et les forger sur la lanterne afin de renforcer le labo pour qu'il résiste à l'explosion du soleil assez longtemps pour envoyer l'information dans le passé. Les tornades de Léviathe en font l'endroit parfait pour la mise en orbite du canon. Tout semble prêt, la station solaire est en orbite, tir, mais rien ne se passe. Les calculs Nomai n'étaient pas justes. Le soleil n'a pas explosé. Alors que certains commencent déjà à retravailler les calculs pour comprendre pourquoi cela n'a pas marché, un nouvel objet arrive dans le système solaire. Une comète que Puck, Pai et Clary partent explorer. À mesure qu'elle se rapproche du soleil, sa surface fond, révélant un réseau de galeries avec en son cœur un immense cristal. Un cristal rempli d'une substance toxique et soumis à une énorme pression. Alors que les trois explorateurs prennent peur et essayent d'avertir leurs semblables, l'intrus, lui, continue de se rapprocher du soleil. Le cristal se rompt, et toute la vie disparaît du système solaire. Enfin, pas toute la vie. Cette matière fantôme n'est pas capable de traverser l'eau, ce qui va permettre aux méduses et aux sélacantes de survivre, ainsi qu'aux petits tétrapodes vivant sur Âtre-bois. Tétrapodes qui vont évoluer jusqu'à devenir les Atriens que l'on rencontre dans le jeu. Ils vont eux aussi explorer l'espace et découvrir les vestiges Nomai, jusqu'à ce que finalement, après plusieurs milliards d'années d'existence, le soleil devienne une supernova et que le projet Nomai se déclenche. Le tir de la sonde, la récupération des données, l'explosion, le retour dans le passé et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'après 9 318 054 tirs, enfin, l'œil de l'univers soit trouvé. Et que le jeu commence. Il y a un rapide tuto qui nous introduit au déplacement du personnage, que ce soit en étant soumis à la gravité ou non. On a l'occasion de s'essayer au pilotage de vaisseau en se disant que ce sera sûrement plus simple avec le vrai. Un mini-jeu nous explique le fonctionnement de notre onduloscope. On a l'occasion de découvrir la matière fantôme. Il y a un musée qui introduit les mécaniques que l'on va trouver sur les différentes planètes, en plus de quelques notions de physique comme le fonctionnement de la gravité ou le cycle de vie des étoiles. On y obtient les codes de lancement et le traducteur. La statue Nomai nous regarde de travers. Nos collègues se demandent si on n'est pas en train de devenir fou quand on essaie de leur raconter, et on part à l'aventure. Pour traduire les écrits de Nomai, investiguer l'anomalie observée à la tour radio, et découvrir cette histoire que je viens de vous raconter. Cette histoire qui est très bien, pour deux raisons. La première, c'est l'écriture. On pourrait facilement comparer les textes à trouver dans Outer Wild aux petits morceaux d'histoire ou de lore que l'on trouve disséminés un peu partout dans plein de jeux depuis une quinzaine d'années. Les morceaux de papier, enregistrements ou notes qui permettent aux écrivains d'en raconter un peu plus pour ceux qui veulent les lire, sans que ça vienne interrompre le gameplay de ceux qui s'en fichent. Parfois c'est bien fait, ça peut être intéressant ou drôle. Parfois, c'est un enregistrement qui nous apprend que si le méchant est méchant, c'est parce qu'il se croit choisi par Dieu, depuis que sa sœur lui a poignardé les deux mains, en même temps, en se faisant passer pour Dieu une nuit alors qu'ils étaient jeunes, probablement enfants, afin de pouvoir le manipuler plus tard, au cas où, on sait jamais. Et oui, c'est l'origin story officielle de l'antagonisme de Rise of the Tomb Raider. Désolé pour le spoiler. Ça n'a pas vraiment de sens quand on prend 2 secondes pour y réfléchir, mais si on y réfléchit 2 secondes de plus, on se rend compte que ça n'a pas non plus de sens d'enregistrer une confession pareille et de la laisser traîner au milieu d'une base où n'importe quel homme de main pourrait la trouver et la donner à leur chef pour le prévenir que sa sœur le manipule depuis qu'il est tout petit. Le principal problème étant que ces objets de lore, ils servent à rien d'autre qu'au lore. Je trouve qu'une approche comme dans les Souls, où les morceaux d'histoire sont présents sur les différents équipements et consommables que l'on trouve, beaucoup plus intéressante, puisqu'ils récompensent les joueurs qui veulent en apprendre plus sur le jeu, comme ceux qui veulent juste tester de nouveaux équipements, en liant la narration et le gameplay. La différence majeure entre les textes des gros jeux à gros budget et ceux d'Outer Wild, c'est pas forcément la qualité de l'écriture, c'est surtout la forme. Ici, on n'a pas de gros dialogues écrits pour ceux qui ont envie de lire. On a des conversations avec des lignes qui sont toutes courtes, rarement plus d'une vingtaine de mots, ce qui rend la lecture super fluide.
Le texte n'apparaît pas entièrement au début d'ailleurs. Lorsqu'on commence à lire une conversation, on ne voit que le premier message. Ce n'est qu'une fois lu qu'on voit le second, puis le troisième, et ainsi de suite. Ça évite de se sentir submergé devant un immense pavé, et évite le syndrome j'ai pas lu, ou son équivalent anglais, le TLDR. Et je sais bien que c'est pas spécialement une volonté des écrivains dans les AAA d'avoir des jeux pleins de longs textes. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et je suis persuadé qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour rendre leur pavé agréable à lire. Mais leur travail est souvent relégué au second plan. Les textes sont dans des menus ou des sous-menus, les lire interrompt le jeu. Alors, ils essaient de limiter le nombre de fois où le joueur va devoir y aller dans ces menus. Et pour ça, on écrit tout d'un coup plutôt que par petits paragraphes. Parfois, il y a même la possibilité de les faire lire par le jeu, quand ce ne sont pas des enregistrements audio que l'on trouve et qui ont eux aussi leurs problèmes. Il faut les synchroniser avec le reste des dialogues du jeu pour être sûr qu'ils ne se déclenchent pas les uns par-dessus des autres. Tout ce travail pour que le joueur lance la lecture avant de reprendre le jeu sans trop écouter ce qu'il se dit parce qu'il y a un truc à combattre ou une phase de plateforme qui attire toute son attention. En faisant de ces dialogues le cœur du jeu et pas juste du lore, des éléments secondaires, Kingsley Bisham, l'auteur derrière Outer Wild, a pu écrire sans ces contraintes. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse pour mentionner qu'elle a aussi travaillé sur The Outer World, qui sont, avec Outer Wild, sans doute les deux jeux les plus confondus de l'histoire du jeu vidéo. Mais bref. Le traducteur est toujours disponible. Il n'y a pas de menu pour lire ce qu'il raconte, ce qui rend la lecture beaucoup plus organique. Ça permet d'avoir des lignes courtes, d'éviter les pavés, ou en tout cas de les cacher en les découpant en plein de petits morceaux. Avec des lignes courtes, il devient beaucoup plus simple d'écrire des conversations entre des personnages, en affichant uniquement une ligne de dialogue à la fois, plutôt qu'un transcript de toute la conversation. On a beaucoup plus l'impression d'entendre les protagonistes discuter. On a une phrase, puis sa réponse, puis une nouvelle réponse, et ainsi de suite. Et même si on est juste un spectateur de cette discussion, ça crée beaucoup plus un sentiment d'appartenance de la voir se dérouler devant nos yeux que d'en lire un compte-rendu. Et comme chaque message est signé du nom de celui qui a écrit, on apprend même à les connaître. On remarque des relations entre les nomailles, ceux qui sont amis, ceux qui forment une famille. On en voit certains grandir avec leur écriture un peu brouillonne quand ils sont enfants, qui devient parfaitement nette à l'âge adulte. La deuxième raison pour laquelle l'histoire est si bien, c'est parce qu'elle a lieu partout à la fois. Après la séquence d'introduction, on va prendre notre envol et partir explorer une des multiples planètes disponibles. L'occasion pour moi de parler un peu du pilotage du vaisseau. L'initiation au pilotage sur Âtrebois n'est pas forcément la meilleure qui soit. Ça permet de prendre en main les commandes, mais on n'est pas dans le vaisseau. J'ai toujours trouvé beaucoup plus dur d'estimer les trajectoires quand on est détaché de l'objet qu'on suit via un plan large par rapport à une caméra qui le suit ou à la première personne. Ce qui fait que je trouve pas du tout très efficace. Mais heureusement, il y a l'autopilote. Je dis pas ça parce qu'il permet de ne pas piloter le vaisseau soi-même. Enfin, si, c'est très bien de pouvoir viser une planète, mettre l'autopilote et profiter du voyage pour reprendre nos découvertes et essayer de comprendre comment tout s'articule. Ou de juste regarder comment tout s'articule si vous avez activé l'option pour que le jeu le fasse pour vous. Mais le plus important, c'est que l'autopilote explique ce qu'il fait. Il s'aligne avec la destination, accélère vers elle, puis ralentit afin de nous déposer proche de l'orbite de notre cible, plutôt que de nous cracher à sa surface. Et tout ça, c'est complètement logique, que ce soit de se déplacer vers l'endroit où on veut aller, ou de ralentir suffisamment tôt pour contrer l'inertie. Ce qui est moins évident, c'est de comprendre toutes les informations que le jeu nous donne pour savoir que l'on va dans cette bonne direction, ou à la bonne vitesse. Quand l'autopilote s'aligne, les flèches qui indiquent l'écart entre votre cap et là où vous allez réellement réduisent jusqu'à disparaître. Et ça, sans changer l'orientation du vaisseau, juste avec les propulseurs, parce que c'est eux qui influent sur notre direction de déplacement. Là aussi c'est logique, quand on marche, on ne va pas là où on regarde, mais là où nos pieds nous portent. Mais ça a beau être logique, c'est pas intuitif pour autant, et l'autopilote est là pour nous le faire comprendre. C'est la même chose avec l'inertie. Si vous avez déjà conduit un véhicule, ou juste couru, vous devez savoir qu'on ne peut pas s'arrêter en un instant. Il faut un minimum quelques pas ou quelques mètres. Et si je sais qu'il faut environ 100 mètres pour s'arrêter dans une voiture qui va à 100 km/h, j'ai aucune idée de la distance qu'il faut pour arrêter un vaisseau qui va à 1000 mètres par seconde. Là encore, l'autopilote est là pour nous aider. Mais malgré tout ça, il n'est pas infaillible. Il évite pas les obstacles sur notre route et a du mal à prendre en compte le mouvement des planètes, ayant tendance à arriver trop vite si la planète se déplace vers nous. Ce qui en fait un outil très utile, mais qui demande quand même un minimum d'attention. Et surtout, il ne permet pas d'atterrir, ce qui oblige à utiliser le vaisseau manuellement, au moins un peu. L'occasion de se rendre compte que ça peut représenter un réel challenge d'atterrir sur une planète au lieu de s'y écraser, et qu'il y a beaucoup de plaisir à y trouver. Et c'est un peu pareil pour le déplacement hors du vaisseau. On n'est pas juste à pied, on a un équipement avec une sorte de jetpack. C'est pas un jetpack du futur qui permet de voler, mais plus un truc comme ce que George Clooney utilise dans Gravity. Ça permet pas de voler, certes, mais ça permet de se déplacer plus rapidement, voire très rapidement, de sauter très loin ou très haut, d'amortir des chutes et globalement de se déplacer beaucoup plus librement que dans un jeu classique. Certes, le déplacement c'est la principale mécanique du jeu, mais il est particulièrement réussi, puisqu'il réussit à ne pas devenir lassant pendant la trentaine d'heures qu'il faut pour finir le jeu. Surtout qu'il n'est pas lié à un système de combat ou de plateforme pour complexifier et renouveler l'expérience.
Contrairement à la quasi-totalité des jeux dans lesquels il y a de l'exploration, ici, il n'y a pas d'objet clé, de boss obligatoire ou de nouvelles armes à débloquer pour ouvrir une porte et la suite du jeu. On est libre d'aller partout dès le début. Peu importe votre choix, il vous mènera à quelque chose d'intéressant. Et il est aussi possible de changer de planète à tout moment et d'aller ailleurs si on le souhaite. Il n'y a pas spécialement de courbe de difficulté dans le jeu. Il y a bien des endroits plus durs d'accès sur chaque planète, mais il y a plein de choses très simples à découvrir. Des discussions qui ne demandent pas d'efforts intellectuels pour être comprises ou de skills incroyables pour être atteintes. Mais juste de vous balader au bon endroit. Bon, sauf pour Sombron, ce qui ressemble moins à une planète qu'à l'anus du diable. Tout ce qui nous bloque dans Outer Wild, c'est la connaissance que l'on a du jeu. Et c'est ce qui rend l'exploration si agréable. Dans les jeux où l'exploration est importante, que ce soit les jeux d'aventure, les Metroidvania ou un open world, il y a des éléments principaux qu'il faut trouver pour progresser et des éléments secondaires. Les upgrades d'armes dans Metroid ou les grandes runes dans Elden Ring sont indispensables pour progresser, ce sont les éléments principaux. Alors que les e-tanks ou réserves de missiles, les muguets et les pierres de forge vont être secondaires. Ils sont là pour remplir le monde de choses à trouver et récompenser les joueurs qui ne suivent pas la route principale. La route principale étant ici la route qu'il faut suivre pour trouver les éléments principaux du jeu. Une des difficultés, c'est de trouver ce chemin principal, quand on récupère un upgrade qui permet d'ouvrir plein de portes, mais qu'une seule permet de progresser. Les autres ayant parfois des upgrades secondaires, parfois encore une autre porte qu'on ne peut pas ouvrir non plus. Pour éviter ça, on a commencé à avoir plusieurs chemins qui permettent d'accéder aux éléments principaux. Dans Hollow Knight, par exemple, la pince de menthe religieuse ouvre l'accès à la moitié du jeu à elle seule, permettant de progresser de plein de manières différentes. On cherche un bon chemin, et plus le bon chemin. Ou alors il y a une augmentation du nombre d'éléments disponibles. Elden Ring propose 6 grandes runes, alors que 2 suffisent pour avancer dans le jeu. Outer Wild fait les deux à la fois. Le jeu a un certain nombre de redondances dans les informations qu'il nous donne, surtout pour les plus importantes. Il y a plusieurs conversations qui abordent chaque sujet important du jeu, augmentant la chance que l'on tombe dessus. Et tout ça est situé dans des zones bien en évidence, au pied d'un énorme panneau solaire, à côté d'un rayon lumineux et d'un vaisseau spatial, ou sous un détecteur. Et puis, toutes ces informations principales, elles sont entourées d'éléments secondaires, d'indices qui pointent dans certaines directions, pour être sûr que l'on ne soit jamais perdu. Peu importe le chemin que l'on prend, on va toujours trouver quelques informations pour progresser. Et si on a déjà trouvé cette information ailleurs, ou qu'on l'a comprise par nous-mêmes, il reste toujours les petits détails, les détails qui font plus partie du lore que de l'histoire, uniques à chaque conversation. Les commentaires, les doutes et les sentiments que les nomai expriment. Le jeu affiche certaines informations en orange, ça les fait ressortir et souligne leur importance pour éviter de nous noyer sous tous les trucs à lire. La musique du jeu, elle, c'est se lancer pile au bon moment pour venir marquer une découverte importante ou nous remplir de tristesse. La construction de l'univers séparé en différentes planètes fonctionne très bien avec cette exploration libre. Là où souvent, les jeux d'exploration demandent d'explorer une première zone pour accéder à une seconde, puis une troisième, ici, on peut aller sur chaque planète comme on le souhaite. On peut aussi les survoler, ce qui permet de facilement repérer et atteindre les différents points d'intérêt que l'on trouve sur chacune d'entre elles. Ça en fait un jeu d'exploration extrêmement gratifiant, puisqu'on n'a jamais l'impression que le chemin que l'on a décidé de prendre n'est pas le bon. Peu importe nos choix, peu importe où l'on va, il y a quelque chose qui nous y attend. Et puis, il y a le twist dont je parlais en introduction. Toutes les 22 minutes, le jeu recommence. On se réveille comme la première fois et les 9 millions qui ont suivi. Mais cette fois-ci, on garde nos souvenirs. C'est une question qui semble centrale dans le design d'un jeu avec une boucle temporelle. Qu'est-ce que l'on garde quand elle recommence ? Moins on en garde, et plus il y a un risque que le jeu soit chiant, en nous demandant de répéter certaines actions. Obtenir un upgrade indispensable pour l'aventure ou interagir avec un PNJ particulier. Pour éviter ça, dans Majora's Mask, on conserve nos objets clés à chaque nouvelle boucle. Mais pas les objets secondaires ou nos munitions. Et beaucoup d'événements sont réinitialisés. Ce qu'on gagne en confort de jeu à ne pas devoir récupérer les objets clés, on le perd en immersion. Pourquoi on garde certains objets et pas d'autres ? Pourquoi je perds les rubis que j'ai dans ma poche et pas ceux dans la poche de la banquière ? Mais si on garde tout comme dans Minute, où la mort qui survient toutes les 60 secondes ne nous enlève aucun équipement et ne réinitialise aucune interaction, présenter le jeu comme ayant une boucle temporelle est discutable, le timer ayant le même rôle que ce qu'on trouvait dans les vieux Mario. Quoique, dans les vieux Mario, on perdait nos upgrades en cas de mort au timer. Outer Wild esquive cette question en n'ayant pas d'objet clé et peu d'interactions. Tout le jeu repose sur la connaissance que l'on en a. Si un jeu peut décider de nous priver des upgrades de notre personnage, il ne peut pas nous faire oublier ce que l'on connaît. Le log du vaisseau est d'ailleurs là pour éviter que l'on soit obligé de prendre des notes.
Puisque le joueur se souvient forcément des événements qui ont eu lieu, c'est aussi simple si le personnage que l'on joue s'en souvient lui aussi. Le principal intérêt de cette boucle temporelle est améliorer l'exploration en y ajoutant une deuxième dimension, en rendant le moment où on explore aussi important que le lieu. Ça permet d'avoir des zones qui évoluent, et avec cette évolution apparaît de nouveaux puzzles et de nouvelles solutions. Ça ajoute de la difficulté, parce qu'il faut comprendre quand explorer, en plus d'où explorer. Mais malgré ça, je pense que la boucle temporelle reste un élément secondaire du jeu. La plupart des planètes et énigmes du jeu fonctionnent très bien sans elle. À part pour Gravité et le DLC, tout fonctionne sans boucle. Même l'échange de sable d'une sablière vers l'autre, il pourrait faire un va-et-vient plutôt qu'un aller simple. C'est pareil pour l'histoire. Les Nomai ont disparu depuis des milliers d'années et les Atriens n'ont pas conscience d'être dans une boucle. Les moments les plus forts de l'histoire ne sont pas liés à celle-ci. À part quelques blagues, la boucle n'apporte pas grand-chose. Ça veut pas dire qu'elle n'apporte rien, c'est juste que pour moi, le jeu brille beaucoup plus par l'intelligence de son écriture et par son gameplay que grâce à cette boucle. Mais je suis content qu'elle soit là, rien que pour Gravité. Et puis, elle s'intègre très bien dans l'histoire. Elle justifie aussi d'être remis au début du jeu toutes les 20 minutes. Ça invite le joueur à explorer un autre endroit que celui où il était à la fin de la boucle précédente. Je pense que c'est une très bonne chose pour un jeu construit autour de cette idée. On peut aller où on veut, dès le début. Mais c'est sans doute sa principale faiblesse. À cause de ces moments où l'on bloque sur une zone, peu importe la zone en question où l'on échoue et il faut attendre la prochaine boucle pour recommencer. Il y a bien des options pour recommencer et faire passer le temps plus vite, mais il faudra toujours prendre l'ascenseur, aller dans le vaisseau et enfiler notre combinaison. Piloter le vaisseau jusqu'à notre objectif, peut-être passer quelques minutes à marcher, pour parfois échouer à nouveau. C'est particulièrement le cas avec le DLC. Il m'a fallu une dizaine d'heures pour le finir, ce qui implique de faire une trentaine de fois le trajet entre notre planète et leur vaisseau à cause de la boucle qui prend fin. Sans compter toutes les autres fois où je suis mort d'une chute, ou de noyade, ou électrocuté, et j'en passe. Je pense pas que ce soit un gros problème, et c'est le prix à payer pour avoir un monde qui semble vivant, qui évolue et qui meurt. Un monde totalement immersif. Cette immersion, elle vient de plein de directions à la fois. Il y a ce dont j'ai déjà parlé, les dialogues qui donnent cette impression que l'on connaît les Nomai, pas en tant que race, mais en tant qu'individu. Ou tous ceux que l'on peut avoir avec les Atriens, qui ont le même effet. Le fait que le monde évolue et meurt, mais il y a aussi la simulation d'un système solaire qui est plus que convaincante. Il y a très peu d'arnaques dans le fonctionnement du jeu. Les différents objets bougent les uns par rapport aux autres en fonction des forces qu'ils exercent les uns sur les autres. La cave antigravité, elle est antigravité parce qu'on est réellement au centre de la planète, pas parce que la gravité aurait été changée à cet endroit. Quand j'ai dit que le jeu n'avait pas l'air d'une simulation à cause de la tête du vaisseau, j'ai menti. Enfin, non, ça ressemble pas à une simulation visuellement, mais les mécaniques sont là, et quand on les comprend, on peut piloter le vaisseau Nomai. On comprend aussi qu'il n'y avait aucun moyen de découvrir l'étranger, puisqu'il ne suit pas la même inclinaison orbitale que tous les autres corps du système solaire. Ou alors il aurait fallu qu'il construise d'autres modèles de vaisseaux, ou des plateformes de lancement avec d'autres orientations, dans le seul but de chercher un objet qu'il n'avait aucune raison de chercher. Bref, il n'y avait pas moyen qu'il le trouve. Les navettes Nomai sont plutôt simples dans leur fonctionnement, ce qui les rend compliquées d'utilisation, surtout à côté des vaisseaux atriens. Et je trouve ça rigolo que cette civilisation si avancée ait des vaisseaux si basiques. On se dit qu'ils étaient peut-être pas si malins que ça, avant de remarquer que s'ils n'ont pas besoin de vaisseaux plus performants, c'est parce qu'ils peuvent se téléporter un peu là où ils veulent. L'immersion, elle passe aussi par toutes ces énigmes qui ne ressemblent pas à des énigmes. Comprendre comment aller sur la ligne quantique, c'est construit comme une énigme, mais c'est tellement cohérent et intégré dans l'histoire du jeu que j'avais pas l'impression de résoudre une énigme. Les énigmes et puzzles dans les jeux m'ont tellement habitué à être séparés en écran ou par salle, avec une solution jamais bien loin, que quand le jeu me demande d'aller sur plusieurs planètes, où je vais trouver tout plein de dialogues, dont certains contiennent des infos intéressantes sur le fonctionnement du jeu, que je vais en comprendre une partie tout seul pour ensuite trouver l'endroit où il y avait un indice pour m'aider, j'ai pas l'impression de résoudre une énigme, j'ai l'impression d'être en train d'explorer un univers. Ça passe aussi beaucoup par la possibilité de résoudre les problèmes posés par le jeu de plusieurs manières. Certes, on peut comprendre certaines mécaniques du jeu tout seul sans explication, mais on peut aussi brute force des solutions si on est suffisamment inventif. Et puis, il y a les informations redondantes dont je parlais plus tôt. Si j'ai beaucoup parlé des dialogues, qui sont la part la plus importante du jeu, il y a aussi une bonne utilisation des environnements. Les mêmes roches que l'on peut trouver à différents endroits du jeu ajoutent du détail et rendent le monde plus cohérent. Mais elles peuvent aussi permettre de résoudre certaines énigmes du jeu si on fait le lien entre leurs caractéristiques, là où on les trouve, et pourquoi elles étaient utilisées. Il y a deux supports principaux pour les conversations Nomai, des parchemins et des pierres de projection. Les pierres permettant de communiquer en direct avec des personnes situées sur une autre planète, ce que les parchemins ne permettent pas. Un peu comme nos téléphones par rapport au courrier papier. Sauf qu'en plus d'envoyer des SMS, elles permettent aussi de faire de la visioconférence.
Eh bien, après avoir raté tous les indices permettant de trouver le module de pistage du canon orbital dans les différentes conversations à son sujet, cette technologie de visioconférence m'a permis de voir dans le module du canon. J'ai pu regarder par la fenêtre en arrière-plan et remarquer un pattern que j'avais déjà vu une quinzaine d'heures plus tôt et enfin comprendre où il était passé. Que ce soit dans les problèmes posés ou dans les solutions apportées, tout fait sens. On a parfois la joie de trouver une solution tout seul et de se sentir brillant. Et parfois on met une heure à remarquer comment rentrer dans ce temple et on se sent un peu bête de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Mais dans les deux cas, on a ce sentiment que le jeu est juste avec nous. Le jeu a une logique et à aucun moment cette logique n'est rompue. Ou presque aucun moment. Il y a le fait que le vaisseau de Solanum soit quantique sur la Lune quantique mais ne le soit plus si on le rappelle sur sa zone de décollage par exemple. Ou le fait qu'il y ait une station d'atterrissage Nomai au nord de Léviat alors que leurs navettes peuvent juste atterrir à l'équateur des planètes. Ça n'est pas logique, et je vais pas expliquer pourquoi, parce que c'est tellement secondaire qu'on s'en fout un peu. Surtout que c'est entouré de dizaines de détails qui rendent le jeu cohérent. La décoration de notre vaisseau en est l'exemple principal. Il est plein d'appareils de guidage que l'on ne remarque pas ou que l'on oublie d'utiliser. Il y a le thermomètre, les graines d'urgence pour produire de l'oxygène, l'altimètre avec de nouveaux morceaux de scotch qui indiquent le niveau du sol de chaque planète, le cristal de gravité et bien sûr, le siège éjectable. Il y a cet Atrien qui a perdu sa jambe à cause de la matière fantôme, ou l'utilisation d'un rayon tracteur pour miner le sol d'Atrebois. Hal qui est ravi de savoir qu'on a découvert un nouveau langage qu'il va pouvoir essayer de traduire, et ainsi de suite. Tout ça permet à Outer Wild d'être une des meilleures expériences vidéoludiques que j'ai eues. Pas parce que chacun de ces éléments est réussi. Oui, l'histoire a son lot de surprises et d'émotions. Le gameplay est simple mais permet beaucoup de liberté. Les puzzles sont tellement intelligents qu'ils ne ressemblent pas à des puzzles. Le level design réussit à être à la fois inventif et varié. Mais il y a plein de jeux qui réussissent à avoir beaucoup d'éléments différents qui sont tous de très bonne facture. Le génie d'Outer Wild, c'est que tous ces éléments sont intégrés ensemble, devenant presque indissociables les uns des autres, me donnant l'impression d'explorer un univers comme jamais auparavant. Et puis, j'aime l'histoire pleine d'ironie du jeu, et les Nomai qui sont préoccupés par leur impact sur les autres espèces, cherchant à le limiter au maximum, et qui vont condamner les Atriens à mourir en boucle pendant plus de 3 siècles. Des Atriens qui vivent leur meilleure vie pleine de bonne humeur et d'innocence, comme si inconsciemment ils avaient compris que tout cela n'avait pas d'importance, qu'il était trop tard. Pendant que le peuple chouette, le plus vieux de tous, possède les outils pour sauver l'univers mais refuse de s'en servir, effrayés par l'idée de voir leur espèce mourir, effrayés par la promesse de l'œil. Ils s'enferment dans le passé, en se condamnant à mourir. Pour eux, parler d'ironie c'est une manière gentille de pas dire qu'ils sont complètement cons. Leur seul exploit étant d'avoir réussi à détruire leur nouveau monde, comme leurs ancêtres avaient détruit le leur avant eux. Mais, dans cette métaphore de notre monde où tout espoir semble perdu, où le soleil comme des millions d'autres étoiles disparaissent, où les seuls messages qui nous parviennent évoquent la fin du monde, l'œil nous attend. À chaque boucle on en apprend un peu plus, à chaque boucle on s'en rapproche, jusqu'au moment où on l'atteint, jusqu'au moment où le jeu finit avec la création d'un nouvel univers. Un univers plein de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes, rempli de nouvelles formes de vie prêtes à l'explorer jusqu'à ce qu'à leur tour, elles rencontrent l'œil. Le jeu finissant comme il a commencé, avec une nouvelle boucle.